C'est probablement le film de guerre le plus atypique, le plus excessif de l'histoire du cinéma américain. Apocalypse Now, c'est un pari, presque suicidaire, un de ces coups de poker dont raffole le réalisateur, Francis Ford Coppola. Drogue, alcool, dépenses vertigineuses, retards abyssaux, bataille d'ego, typhon et même un infarctus. Bienvenue dans l'enfer d'un tournage pas comme les autres. Podcast Story. Francis Ford Coppola arrive à Manille le 1er mars 1976. Il est accompagné de son épouse, Eleanor, de ses 2 fils, Roman et Giancarlo, et de sa fille, Sofia. La capitale des Philippines est tout sauf un paradis. C'est un bloc urbain fait de beaux quartiers auxquels se sont agrégés d'innombrables bidonvilles. Le pays est tenu d'une main de fer par un couple de dictateurs soutenus par les États-Unis, Ferdinand et Imelda Marcos. La présence du réalisateur du Parrain n'arrange guère l'homme d'État. Lui et sa tribu représentent une cible de choix pour la guérilla communiste qui s'active à travers tout le pays. Un enlèvement serait une très mauvaise publicité pour cette nation sous la loi martiale depuis 1972. Les Coppola sont donc entourés pendant tout leur séjour à Manille par une garde constamment armée de fusils mitrailleurs. Parfait pour rentrer dans l'ambiance oppressive et martiale du film. Le héros du film se nomme Benjamin Willard, un capitaine de l'armée américaine, missionné pour retrouver et exécuter le colonel Kurtz, un ancien béret vert qui a fait sédition. Kurtz vit caché dans la jungle avec sa petite armée personnelle. Pour le rôle de Willard, Francis Ford Coppola pense au génial Steve McQueen. McQueen est intéressé. Il se rapproche du scénariste du film, John Milius. Les 2 hommes discutent longuement du personnage. Ils boivent aussi beaucoup. Le cachet de la star est fixé à 3 millions $, somme ahurissante pour l'époque. La même que recevra Marlon Brando pour camper le monolithique Kurtz. Mais finalement, la superstar des 7 mercenaires et de la grande évasion annonce ne plus vouloir passer 4 mois à crapahuter dans la jungle. Ce que tout le monde ignore, c'est qu'il souffre d'un début de cancer qui finira par l'emporter 4 ans plus tard, en 1980. Pour remplacer McQueen, on pense à Jack Nicholson, Robert Redford, Al Pacino. Pacino est rentré malade du tournage du Parrain 2 en République dominicaine, une pneumonie, hors de question pour lui d'affronter la moiteur asiatique. Francis Ford Coppola est tellement remonté par les difficultés à trouver son acteur principal qu'il brisera 4 de ses Oscars sur un coup de colère. Il fait appel à Harvey Keitel, un acteur rendu célèbre par Martin Scorsese grâce à Mean Streets et à Taxi Driver. Les premières scènes sont tournées. La pellicule est envoyée à Rome pour être développée. 10 jours plus tard, retour des films aux Philippines, et là, grosse déception. Après avoir visionné les rushs, Coppola s'affale dans un fauteuil. Sa femme s'inquiète. Le réalisateur annonce à ses 2 producteurs qu'il faut remplacer l'acteur principal. Harvey Keitel est trop énergique pour incarner le capitaine Willard. Un contemplatif, embourbé dans ses pensées. Ça ne colle pas. À la mi-avril, il est remercié. Sa décision prise, Coppola décolle pour Los Angeles. Il a donné rendez-vous à l'acteur Martin Sheen dans un lounge à l'aéroport. Occupé sur un autre film, il n'avait pu signer pour le rôle de Willard. Là, il est libre. Il a 15 minutes, montre en main, pour se décider. Ensuite, Coppola prend le vol retour pour les Philippines. Sheen accepte sans hésiter. Il craint juste pour sa santé, à juste titre. Francis Ford Coppola doit mener une guerre toute personnelle contre l'armée des États-Unis, et le ministère de la Défense en particulier. L'armée avait en effet volontiers prêté ses hommes et ses équipements à John Wayne pour son film super patriotique, Les Bérets Verts. Mais là, une histoire de soldats en rupture, drogués, de civils massacrés par des jeunes recrues tétanisés, hors de question de donner accès à leurs avions, leurs bateaux, leurs hélicoptères. Coppola pense trouver un deal avec l'armée australienne, mais là encore, les Américains s'interposent. Face à cette épreuve de force, l'État philippin se frotte les mains. La production se retrouve contrainte à faire appel aux pilotes de l'armée du commandant Marcos. Ils seront grassement payés. Le matériel aussi est loué à prix d'or. Les divers véhicules et hélicoptères sont peints le matin aux couleurs de l'armée américaine, pour être rendus le soir même aux couleurs philippines. Le problème, c'est que ces pilotes sont de vrais combattants. Ils sont appelés pour aller mater la guérilla rouge, parfois en plein tournage.
C'est ce qui arrive pendant la scène monumentale de l'attaque des hélicoptères au son de la chevauchée des Valkyries. Les pilotes abandonnent le tournage pour aller faire la guerre, la vraie. Le tournage d'Apocalypse Now devait s'étaler sur 5 semaines. Il mettra presque 2 ans à se terminer. Pour la scène où Martin Sheen et l'acteur Frédéric Forrest, qui tient le rôle d'un cuistot de l'armée, tombent sur un tigre dans la jungle, on fait venir un fauve directement de Los Angeles. Le tournage a lieu sur la zone de Bel Air, soit à 6 heures de route de Manille. Pour parer au plus pressé, le tigre fera le voyage en avion. Accompagné naturellement de ses dresseurs, un couple dont l'homme a été en partie défiguré par un coup de griffe. Mais il est impossible de faire rentrer la cage de l'animal dans le DC-3. Elle est trop grande. Les dresseurs décident donc d'installer l'animal parmi les passagers. La panique à bord est totale. Les voyageurs se ruent vers la cabine de pilotage. Le pilote, lui, s'est déjà enfui sur une aile de l'avion. Il faudra longuement parlementer pour qu'il accepte enfin de décoller. Le typhon Olga, qui frappe les Philippines au milieu du mois de mai 1976, met gravement en péril le tournage. Il ne cesse de pleuvoir sur le pays pendant plusieurs semaines. Sur place, les bateaux, un aéroglisseur et les hélicoptères sont endommagés. Un camion générateur et une caméra travelling se retrouvent complètement embourbés. Il y a 1 mètre d'eau dans les rues des villes et la grippe intestinale fait des ravages parmi les membres de l'équipe d'Apocalypse Now. Interrompue par la pluie et les tempêtes incessantes, la production doit se séparer des membres de l'équipe qui ne sont pas nécessaires sur le terrain. Parti de la base navale de Subic Bay, l'avion qui transporte les techniciens et leurs épouses jusqu'à Manille manque de s'écraser frappé par un éclair. Résultat, le tournage s'arrête durant 6 semaines et fait perdre $2 millions à la production. Francis Ford Coppola et son épouse sont hospitalisés avant de pouvoir retourner aux États-Unis, le temps de reprendre des forces. Les décors devront être entièrement reconstruits. Les assureurs en attrapent des sueurs froides. Ils finiront par verser aux producteurs $1,1 million pour couvrir les dégâts. Une somme record. Dans l'aventure, Martin Sheen en bave plus que personne. Il est pris de malaise sur le plateau. Une explosion mal orchestrée le blesse à la tête, ce qui lui vaut 4 points de suture. Le 3 août 1976, l'acteur fête ses 36 ans. C'est un alcoolique notoire. Il est déjà passablement imbibé lorsqu'il tourne la scène où Willard attend dans une chambre d'hôtel son ordre de mission. Francis Ford Coppola profite de son état pour le pousser dans ses ultimes retranchements. Plus Sheen se saoule, plus le metteur en scène devient dirigiste, presque vindicatif. 2 caméras tournent. Le metteur en scène lui ordonne de se faire peur. L'acteur, totalement ivre, électrisé, frappe d'un coup sec le miroir posé devant lui. Il s'ouvre le pouce contre le verre sur toute la longueur. Il se passe la main ensanglantée sur son visage, comme pour se faire des peintures de guerre. C'est là que Martin Sheen s'effondre. On le voit par terre, le visage noyé de larmes, totalement désespéré. Toute la scène, bouleversante, est improvisée. Et le sent comme son désespoir, bien réel. Martin Sheen fume 3 paquets de cigarettes par jour. Il est passablement porté sur la bouteille et juge sa santé vacillante. À 36 ans, l'acteur se trouve déjà vieux. Le 5 mars 1977, au petit matin, la chaleur et l'humidité rendent l'air irrespirable. Sous la pression terrible du tournage, Martin Sheen est à bout de force. Dans sa chambre d'hôtel, il se sent mal, une douleur persistante à la poitrine. Il décide de se lever, prend les transports publics pour rejoindre les bureaux de la production. Heureusement, une partie des assistants de Francis Ford Coppola est sur les lieux. Le comédien perd soudain pied. Il s'écroule. Infarctus. À l'hôpital où il a été transporté d'urgence, il reçoit l'extrême onction. Le prêtre ne parle pas anglais. Pour Francis Ford Coppola, le monde s'arrête. Hagard, il demande immédiatement au médecin quand Sheen pourra reprendre le travail. Juste en gros plan, rien que des dialogues. Le réalisateur n'a pas conscience de la gravité de la situation. Ou peut-être est-il terrifié à l'idée de voir ses ambitions s'écrouler, de finir définitivement ruiné, privé de l'acteur principal d'un film sur lequel il a misé toute sa fortune. Martin Sheen mettra moins d'1 mois pour revenir sur le plateau. Coppola, le voyant rétabli, bronzé, en bien meilleure forme, lui glisse presque cruel « Tu es bien trop beau pour le personnage ». Le tournage d'Apocalypse Now prend toujours plus de retard et des accents dangereusement psychédéliques.
Beaucoup d'acteurs comme Sam Bottoms ou Frédéric Forrest, qui voyagent sur le patrouilleur en compagnie du personnage de Willard, ne touchent jamais terre. Ils consomment en permanence de la marijuana ou du LSD. La drogue est très présente sur le tournage. Francis Ford Coppola ne s'en plaindra que rarement. Par exemple, quand l'acteur Dennis Hopper, qui campe un reporter de guerre intoxiqué à souhait, est trop défoncé pour apprendre son texte. Le budget du film passe de 13 à 20 millions de dollars. À sa femme, Francis Ford Coppola confesse avoir des envies suicidaires. La presse américaine, elle, parle déjà d'un naufrage. Dans les couloirs des grands studios de Hollywood, on chuchote que le réalisateur serait devenu cinglé. Nouvel accroc. Les armes nécessaires aux hommes du colonel Kurtz sont bloquées à la douane de Manille. La production doit encore lâcher plusieurs dizaines de milliers de dollars pour les récupérer. Dépité, Coppola écrit dans ses notes avoir baptisé le tournage « l'Idiodyssée ». Avant même son arrivée aux Philippines, Marlon Brando provoque des remous. Francis Ford Coppola a demandé à l'acteur un peu de temps pour remanier la fin du scénario d'Apocalypse Now. En fait, le réalisateur l'a presque entièrement modifié. Les scènes improvisées se multiplient. Dans la nuit, Coppola a écrit sur des cartons des indications que les acteurs découvrent au matin. À eux ensuite de s'adapter. Il n'a pour l'instant donné aucune conclusion à son film. L'avocat de Brando contacte la production. S'il y a changement dans le planning, la superstar gardera le premier million de dollars qui lui a été versé et ne se présentera jamais sur le plateau de tournage. Lorsqu'il arrive enfin, Marlon Brando surprend par sa stature. Il a bien tenté une cure d'amaigrissement, mais pèse encore 120 kilos. Dans le scénario, le colonel Kurtz est un soldat affûté, toujours tiré à 4 épingles. Quand Coppola voit arriver Brando, il change le personnage et en fait un homme fini, pacha en son royaume, torturé, se laissant aller. Cette idée déplaît fortement à Brando, qui ne veut pas apparaître tel qu'il est, obèse. On le filmera donc en gros plan ou en plan rapproché. Pour le reste de sa silhouette, Coppola fait appel à une doublure. Pete Cooper, un type mesurant plus de 2 mètres qui s'occupe également de la maintenance des bateaux sur le tournage. Pour incarner l'armée du colonel Kurtz, la production engage les membres d'une tribu locale. Ils ont la réputation d'être des coupeurs de tête. L'ambiance est à la fois magique et spectrale à Pangsongdang, où le camp de Kurtz a été bâti de toutes pièces. Les ouvriers philippins sont payés $1 par jour. Pour rendre l'atmosphère plus oppressante encore, le chef décorateur Dean Tavoularis envoie ses assistants faire le tour des boucheries et des restaurants aux alentours. Il récupère un joli tas d'ossements, bien nauséabond et grouillant d'asticots. L'odeur est infâme, au point que Martin Sheen refuse de jouer devant cet amas grouillant de vers, de mouches et de fourmis déchaînées. Pour arranger les choses, le directeur artistique fait passer les tas d'os à la chaux, atténuant ainsi sa pestilence. Marlon Brando et Francis Ford Coppola parlent des journées entières du personnage de Kurtz. Les équipes attendent et ne tournent rien. L'épilogue d'Apocalypse Now se fait attendre. Coppola hésite entre improviser à nouveau ou prendre encore 3 semaines de délai afin d'écrire une fin complète et structurée. Il est désespéré. Victime d'un malaise, il raconte s'être vu au seuil d'un tunnel noir et sans fin. Pour trouver un dénouement au film, l'auteur-réalisateur se replonge dans « Au cœur des ténèbres », le roman de Joseph Conrad à l'origine du projet. Le génie des monteurs et The End, la chanson fleuve des Doors, désormais irrémédiablement liée au film, rendront le final exceptionnel. Il faut encore attendre 2 ans et demi pour que le film soit présenté à la presse et au public. L'Idiodyssée prend fin. Et défiant les prévisions amères de son réalisateur, Apocalypse Now est considéré à sa sortie comme un chef-d'œuvre. À Cannes, le film remporte la Palme d'Or, ex aequo avec Le Tambour de l'allemand Volker Schlöndorff. Francis Ford Coppola déclare devant un parterre de journalistes « Nous avons fait le film comme les Américains ont fait la guerre du Vietnam. Nous étions dans la jungle, nous étions trop nombreux, nous avions accès à beaucoup trop d'argent, trop d'équipements, et peu à peu, nous sommes devenus fous. » Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.